Bonjour à tous, bienvenue pour ce forum ô combien important, puisque c'est un forum organisé, et il faudra s'y habituer désormais, par le Comité français du fair play, nouvelle appellation autour du président Jean-Pierre Mougin, une appellation claire, nette et qui a le mérite d'afficher l'objectif, le fair play au sens large. C'est la raison pour laquelle ce premier forum sera consacré à la cyberviolence chez les jeunes sportifs. Nous allons ouvrir donc la première table ronde. Le thème, la cyberviolence chez les jeunes sportifs, bien sûr, mais là, nous allons faire l'état des lieux, où en est finalement ce phénomène, quelle est sa progression. Nous allons bien sûr évoquer, je le disais, ce questionnaire, mais avant, un mot sur les 4 intervenants particulièrement spécialistes de la question des jeunes et du sport. Nous recevrons Fabien Canu, double champion du monde, triple champion d'Europe de judo, mais aujourd'hui Fabien Canu, c'est le grand patron de l'INSEP. Nous recevrons également dans cette première table ronde Philippe Cohen, qui est le fondateur de Respect Zone. Respect Zone, c'est la prévention positive des cyberviolences, c'est une ONG, la protection de l'enfance. Émilie Valnier-Rocheblave sera la troisième intervenante, elle est vice-présidente de la Fédération française du sport universitaire. Très beau témoignage de la quatrième intervenante, Camille Fermi, elle est chef de projet et directrice du centre de loisirs, alors c'est à Béziers. Voilà pour les 4 intervenants de cette première table ronde. Officiellement, à chaque fois, nous aurons un témoignage. En l'occurrence, là, il s'agit de Jean-Yves Mouret, qui est président du CDOS 65. Votre action tient compte de plus en plus de cette cyberviolence chez les jeunes sportifs. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, on essaye de mener des actions pour traiter la violence et le harcèlement de manière générale, mais aujourd'hui, de plus en plus vers le cyberharcèlement, on se rend compte de par les faits divers, je dirais, que l'on trouve ici ou là, que auparavant, les mi-temps zéro se passaient à l'école. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux et ça prend des proportions qui sont beaucoup plus inquiétantes. Vous avez constaté, on va dire, des conséquences graves sur la vie de vos jeunes sportifs dans le département par rapport à cette cyberviolence? Il y en a dans tous les départements. Bon, vous avez, vous, en tant que CDOS, mis en place des choses? On a mis en place tout dernièrement une soirée qui était animée par Monsieur Patrick Chevalier autour de difficultés. Il faut reconnaître qu'on a eu peu de succès. On essaye, on enfonce le clou, on continuera. On va s'appuyer sur des manifestations que l'on organise tous les ans pour continuer de communiquer sur ces sujets, parce que je crois que c'est hyper important, et surtout pour nos gamins. La cyberviolence ou le harcèlement, c'est pas neutre, et ça peut influer sur la carrière d'un sportif. Merci Jean-Yves Mouret, président du CDOS 65. Ça y est, vous avez ouvert officiellement donc cette table ronde. Fabien Canu, directeur général de l'INSEP. Déjà, intéressons-nous à cette consultation, ce questionnaire. 420 pensionnaires de l'INSEP ont répondu. Quel retour vous avez spécifiquement par rapport à vos pensionnaires? Alors oui, 420 sportifs du réseau Grand INSEP. Bon, finalement, on s'aperçoit que ça correspond à ce qu'on a dans l'enquête d'une manière générale, ce qu'a pu exposer Jean-Pierre Mougin. On constate quand même, apparemment dans ce qui est du déclaratif, assez peu de victimes en fait. Une trentaine disent avoir été victimes à un moment donné de cyberviolence. Et puis, moi, ce qui m'interroge, c'est le temps passé sur les réseaux sociaux, 2 heures, voire 4 heures aussi, pour les sportifs qui sont dans le réseau Grand INSEP. Quand on sait la journée du sportif qui est déjà très dense, entre l'entraînement et les études, donc on sait bien que c'est le soir, c'est ce qu'il déclare. Donc ça joue sur le sommeil, sur la récupération. On doit de toute façon être d'une extrême vigilance. Finalement, entrer à l'INSEP, c'est magique, mais c'est aussi le début d'une nouvelle problématique. On a quitté le foyer familial, on rentre dans un univers où finalement le jeune est beaucoup plus autonome. Alors vous, concrètement, quel travail faites-vous de sensibilisation sur cette question de la cyberviolence? Alors oui, il y a une semaine d'intégration chaque année où ils sont sensibilisés à un certain nombre de sujets, le dopage, la violence en général et notamment la gestion des réseaux sociaux où on fait intervenir
des spécialistes. Hein. Ils viennent vraiment les sensibiliser à ce sujet-là parce que au-delà de la cyberviolence, c'est la gestion générale des réseaux sociaux qui peut poser des problèmes. Vous avez bien précisé que certains étaient pendant 4 heures sur une journée présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez installé des garde-fous? Moi, de répondre clairement, non, on n'a pas coupé les lumières à 22 heures pour ça, mais ce qu'il y a en place, c'est un système d'alerte aussi des jeunes sportifs vis-à-vis de l'encadrement. C'est-à-dire que quand il y en a un qui n'est pas bien, il vient le dire. Est-ce qu'on a, parce que l'INSEP est très intéressant pour ça, un type de jeune athlète qui soit finalement plus ciblé par cette addiction aux réseaux sociaux qui peut accoucher de la cyberviolence? Sincèrement, non. On n'a pas encore un catalogue assez précis de savoir qui utilise ou pas. On sait que chez les jeunes, les moins de 18 ans, ceux pour lesquels l'enquête a été faite, oui, c'est extrêmement présent. On sait que ça l'est un peu moins pour les adultes après, qu'une utilisation qui commence à être un peu plus ciblée de leur part, une meilleure gestion, parce que il y a une forme d'expérience aussi qui se fait avec le temps. Hein. Alors Fabien, vous restez avec nous, mais justement, on va parler avec Philippe Cohen, donc Respect Zone, prévention de la cyberviolence. C'est une ONG qui fait de la prévention positive des cyberviolences, qui s'intéresse à la protection de l'enfance, alors avec des thèmes très larges, hein, comme le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie et j'en passe. Il y en a malheureusement tellement. J'aimerais déjà que vous nous présentiez Respect Zone. Vous êtes notamment en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc effectivement, notre ONG, elle a été créée il y a 8 ans maintenant et elle intervient notamment dans le secteur sportif. Pourquoi? Parce qu'on a identifié des besoins tout à fait particuliers qui sont liés à la pratique, à l'exercice, à la discipline, au côté aussi extrêmement intense qui peut exister dans l'entraînement sportif et qu'on constate pas pareillement dans d'autres structures sociales. Et chaque 2 ans à peu près, vous avez une nouvelle génération de réseaux sociaux avec qui d'ailleurs nous établissons des relations de travail. C'est important de le dire aussi pour faire un lien, parce que c'est à nous aussi de faire ce travail en tant que société civile de liaison entre les usagers et les plateformes qui sont pas toutes d'ailleurs hébergées dans des pays démocratiques, ce qui pose des vrais soucis sur la conformité et sur les règles qui sont applicables. En termes d'outils, ce que l'on propose, et on travaille avec, comme vous l'avez souligné, avec le ministère depuis 2 ans, et on est à la disposition à la fois des CREPS, de l'INSEP et des fédérations. Et avec le ministère, nous avons envisagé, nous sommes en train de travailler avec un laboratoire pour essayer de comprendre avec une enquête qualitative et quantitative. Qualitative, c'est-à-dire qu'on va aller interroger des sportifs et des adolescents et des jeunes et des entraîneurs pour comprendre avec des verbatims, avec des questionnaires, qu'est-ce qui va pas, comment, où et pourquoi. Nous sortons d'une période de confinement sur 2 ans et que ce confinement finalement a décuplé l'urgence de la problématique sur la cyberviolence. Effectivement, parce que tout le temps qui ne pouvait pas être consacré à l'entraînement ou à la compétition ou au match était souvent dévié vers un usage des écrans sans le mode d'emploi. Et tout notre travail, c'est comment est-ce qu'on donne les moyens, la notice d'usage vis-à-vis de ce que j'aime appeler en droit des armes par destination. Lorsqu'on donne un portable à un jeune sportif, on ne donne pas le mode d'emploi de comment est-ce que je protège l'autre, comment je me protège moi-même, comment je fais pas de mal à l'autre. Les paris sportifs, c'est un vrai sujet parce que c'est un catalyseur de tensions extérieures très fortes avec des enjeux d'argent, même si vous l'avez dit, sont des micro-paiements. À la fin, ce sont des gros enjeux. Et il y a encore, même s'il y a eu un énorme travail de fait dans le secteur sportif, il y a encore un sujet sur des reliquats de bizutage. Nous revenons avec vous dans un instant. Dirigeons-nous vers Émilie Valnier-Rocheblave, vice-présidente de la Fédération française du sport universitaire. Vous dénombrez peu de cas de cyberviolence et c'est un peu la spécificité de l'université finalement. Oui, alors nous, c'est vrai qu'on a déjà un public qui est aussi plus avancé en termes d'âge. On a très peu d'étudiants qui sont encore mineurs. La majorité sont majeurs, justement.
c'est vrai que nous, on n'est pas trop exposés à ce sujet-là. Quand on va avoir des difficultés, ça va plutôt être des difficultés en physique sur les terrains. Mais en ce qui concerne la cyberviolence en tant que telle, nous, on y est assez peu exposés. Alors évidemment, vous faites un travail de prévention sur la violence d'un point de vue général. Vous êtes sur les balbutiements de l'établissement d'une charte, notamment avec des questions, mais justement qui vont découler de notre problématique, par exemple sur la notion d'identité, de genre. Où en êtes-vous de ce travail sur cette charte de bonne conduite? Tout à fait. Alors, on a prévu d'établir une charte, comme vous dites, de bonne conduite, alors qui s'applique tant aux sportifs qu'aux éducateurs, qu'aux dirigeants, etc., qu'aux organisateurs aussi. L'idée, c'est plus de consacrer des principes qui, globalement, sont quand même déjà plutôt appliqués, hein, mais d'avoir du coup un outil pour sanctionner éventuellement les personnes qui s'écarteraient de ces principes de bonne conduite, donc qui sont assez généraux, mais qui portent évidemment sur les questions de violence et de fair play, mais aussi sur des questions un petit peu plus actuelles. Par exemple, on va intégrer beaucoup d'enjeux environnementaux dans cette charte. On va aussi avoir des questions liées à la laïcité. Et puis, on est en train d'avancer aussi sur la question de l'identité de genre, puisque on a eu cette année des remontées de plusieurs étudiants qui étaient en transition dans leur genre et qui souhaitaient s'inscrire dans une catégorie qui n'était pas celle de leur sexe biologique. Donc, il y a toute une réflexion à mener puisqu'évidemment, on se heurte là à des questions aussi médicales, à des questions d'équité sportive. Donc, on est en progression sur cette charte-là et sur justement une réglementation autour de l'identité de genre, ce qui est assez délicat puisque on est une des seules fédérations à vouloir donner une réponse claire. Ce qui est très intéressant, évidemment, à travers votre témoignage, c'est qu'on a, on va dire, un large éventail de toute la problématique jeune au sens large. Et cette problématique jeune, il y a un point qui est crucial, c'est le passage à la majorité. Alors, ça change quoi par rapport à la cyberviolence, par rapport à toutes ces problématiques de devenir majeur? L'idée, c'est aussi qu'ils s'autonomisent et qu'ils se gèrent eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on rencontre moins ce type de problème-là. En fait, ça arrive moins parce qu'ils sont plus grands et qu'ils se rendent mieux compte de l'impact que ça peut avoir et de la bêtise que ça peut être. Donc, on a moins ce problème-là. Et puis, il y a une autre réponse aussi, je pense, qui est d'ordre pénal. Donc, la juriste que je suis forcément y pense, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus accessibles à une sanction pénale quand ils sont majeurs que quand ils sont mineurs. Et ils en ont davantage conscience aussi. Donc avec vous également Camille Fermi. Alors Camille Fermi, vous êtes au cœur d'un projet absolument magnifique qui a été mis en place par le club de rugby de Béziers. Vous êtes directrice d'un centre de loisirs, chef de projet. Alors c'est un centre de loisirs qui est assez récent, mais votre action finalement permet de mettre côte à côte des jeunes qui sont dans le monde du sport licenciés et des jeunes qui rentrent éventuellement dans ce monde du sport qui ne sont pas licenciés, qui font partie par exemple de quartiers prioritaires des villes. Peut-être rappeler donc le fonctionnement de ce centre de loisirs qui a pour but déjà d'instaurer un lien social entre vos jeunes du club et les autres. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un centre de loisirs qui a pour but de recréer le lien social entre les jeunes qui viennent d'horizons différents. Effectivement, la crise sanitaire a fortement mis en place l'isolement social et nous, on a cette chance dans le sport d'avoir des valeurs fortes comme le respect, la solidarité, la fraternité que le club de l'association de la SBH a voulu utiliser pour justement lutter contre le communautarisme et lutter contre ces inégalités sociales, culturelles et de genre. Donc, on a bien compris le lien social et il y a un élément, alors vous qui vous a marqué à un titre personnel, mais on en fait carrément un point principal de votre intervention, c'est le fameux téléphone à la main. Ils ont tous le téléphone à la main, ils arrivent et il y a un moment où il faut leur enlever ce téléphone, ce lien direct avec la cyberviolence finalement. Alors comment ça se passe ? Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a commencé le centre de loisirs, on avait quand même à l'idée que le téléphone serait l'une des problématiques pour mettre à bien nos activités. Donc, on a commencé par créer un règlement avec les jeunes
où, bien évidemment, comme je vous l'avais dit, on a guidé les jeunes sur les règles qu'ils devraient respecter, mais ce sont eux qui ont créé ces règles et le téléphone est bien évidemment interdit lors des activités sportives. Et c'est là, oui, où c'est choquant, c'est qu'ils viennent à peine de finir une activité où ils ont joué avec les copains, ils se sont régalés, ils sont fatigués, ils devraient penser plutôt à manger plutôt qu'à prendre leur téléphone. Et au final, ils demandent leur téléphone avant même de demander leur repas. D'autant plus que ce qu'ils regardent sur leur téléphone, ce sont les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, ce que regardent les jeunes à 12 ans, parce qu'on a des jeunes entre 10 et 15 ans, sont très choquantes. Donc on se rend compte qu'ils voient tellement de vidéos qui sont avec des moqueries, qui sont vraiment beaucoup plus choquantes que ce qu'eux ils pourraient faire, qu'ils ne se rendent pas compte de l'impact de ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire est important. Bon, quel témoignage, hein, ça révèle bien la problématique finalement. Ce téléphone est là, quel qu'il soit. Peut-être faire un tour auprès de Ludivine Morbin, qui est en relation avec vous, cher public. Oui, il y a une question qui revient, savoir la définition de la cyberviolence et du cyberharcèlement. La cyberviolence et le cyberharcèlement, c'est effectivement la répétition d'un acte répété d'envoi de messages qui portent atteinte à l'autre et qui peuvent être aggravés avec des circonstances aggravantes, que sont des contenus qui vont être racistes, injurieux, diffamatoires, antisémites, et qui permettent de pouvoir appréhender l'article 222 du 33.2 du Code pénal, puisque tout ça est régulé. Il y a même eu une réforme récente sur le harcèlement dit scolaire, c'est-à-dire en milieu scolaire. D'ailleurs, je trouve ça dommage que le secteur sportif n'ait pas été attaché à cette notion de l'élargissement de la définition. Et quant aux sanctions, on est sur des sanctions qui vont jusqu'à 2 à 3 ans en fonction des circonstances aggravantes d'emprisonnement, qui sont évidemment aujourd'hui en statistique jamais infligées, et des dommages-intérêts qui vont jusqu'à 30 à 45 000 euros d'amende pour ces faits. Je vois qu'il y a plein de questions. Comment, en fait, les dirigeants d'associations peuvent découvrir mieux ce monde de la cyberviolence? De déceler, de détecter. C'est vrai que lorsque l'on forme un adolescent ou lorsqu'on forme un professionnel adulte ou un mineur, c'est pas la même formation. Pour arriver à ce que chaque étage soit rempli, c'est de pouvoir travailler. C'est aussi des choses qu'on encourage dans toutes les associations qui travaillent sur ces thématiques. La formation d'ambassadeurs référents, puisque notre travail, en fait, c'est essentiellement d'aller sensibiliser tous les témoins qui ne savent pas réagir. Dans cette idée de formation, nous, on va proposer des formations à destination des arbitres, à destination des dirigeants, notamment sur la cyberviolence, mais aussi sur des sujets plus larges. Conclusion de cette première table ronde avec nos 4 intervenants que nous remercions encore. Fabien Canul, directeur de l'INSEP, Philippe Cohen, fondateur de Respect Zone, Émilie Valnier-Rocheblave, vice-présidente de la Fédération française du sport universitaire, et puis Camille Ferny, la directrice du centre de loisirs attenant au grand club de rugby de Béziers.